1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça me paraît très bien. 1, 2, 3, 4. Ouais. Ouais. Oui, je pense que le cinéma, petit à petit, j'ai pensé que c'était un instrument de pensée, qu'il était intéressant parce que cette pensée pouvait être projetée de manière plus ou moins spectaculaire, et que c'était ça sa force. On a gardé sous l'influence des États-Unis et maintenant de la télévision le côté spectaculaire, on a oublié le côté pensée. Et puis maintenant où il y a quand même moins de projections en salle, beaucoup plus de diffusion, et que la diffusion ne pense pas. C'est un instrument de pensée, comme une certaine forme de langage. La philosophie est un instrument de pensée. Il y a un côté très pratiquement, si on part de la façon dont se font les films, c'est des images les unes, une avant, une au milieu et une après. Donc entre l'avant et après, c'est presque le fondement de la philosophie. Sauf qu'elle le donne d'une manière visuelle, sonore aujourd'hui, et donc surtout spectaculaire, en projetant en grand, qui était la grande originalité du cinéma, c'était de projeter. C'est un instrument qui a eu son temps et qu'on n'a pas, à mon avis, comme un enfant dont on a supprimé, qu'on a enrégimenté très vite, une certaine école, un certain service militaire, un certain truc, et tout ce que l'enfant était, on ne l'a pas écouté. Enfin, on ne savait pas l'écouter. Et on ne l'a pas regardé pour l'écouter. Et alors la raison à cela, ça serait le commerce, c'est ça ou... La raison, c'est la méchanceté des hommes. Ah. Alors pourquoi cette méchanceté s'est peut-être pas exercée sur d'autres? On n'a pas envie de bien voir, et de voir en grand, et comme c'est grand, de pouvoir le voir en même temps que le voisin, parce que c'est assez grand. On préfère voir tout seul à la télé. Alors si on arrive à voir quelque chose à la télé, qu'il y a quelque chose qui intéresse, c'est nous qui sommes la caméra à ce moment-là. Sinon, on subit. Oui, il faut penser la télé pour y voir une pensée, enfin, pour y penser quelque chose, sinon... Oui, même dans les mauvais films, c'est le spectateur. Les trois quarts des films d'Hollywood, aujourd'hui, c'est le spectateur qui fait le film. Il y a quelques données qui sont à peu près toujours les mêmes, et puis c'est le spectateur qui fait son film d'après ces données. Et vu ces données-là, il peut pas faire grand-chose. On peut être content à un moment donné, si je vais voir un film de Bruce Willis, je peux ne pas être mécontent comme quand je vais acheter une pâtisserie. Je sais que ça me fait du mal, mais j'ai quand même envie de la pâtisserie. Ben, il me semble qu'aujourd'hui, la caméra, si on peut dire, ne sert plus à grand-chose. Je veux dire, les gens ne se servent pas d'une caméra comme les scientifiques se servent d'un télescope. Un scientifique ne se sert pas d'un télescope pour dire ce qu'il pense de l'univers. Il a peut-être une idée comme ça, mais il a besoin du télescope pour aller voir. De même, le scientifique ou même le médecin qui utilise des caméras endoscopiques ou le microscope très perfectionné qu'on a aujourd'hui, sans microscope, il n'y aurait pas de texte avant. Donc ils corrigent leur texte. D'après ça, le cinéma, il y a les 9/10 des films, le texte est fait d'abord et la caméra sert à enjoliver ce texte d'une façon ou d'une autre. C'est plutôt le metteur en scène qui dit « je vais faire ça, je vais filmer cette pomme ».
Cézanne ne disait jamais « je vais peindre cette pomme ». À votre avis, penser par le cinéma serait toujours possible? Penser avec... tant que la caméra existe, qu'on a un peu d'argent pour faire un film, eh ben oui, on peut. Je pense que c'est plus difficile. De plus en plus C'est plus difficile. Je pense que quand Vigo faisait un film, c'était difficile de trouver de l'argent et de convaincre quelqu'un. Mais pour lui, je ne pense pas, il pouvait il travaillait à 80 ou 90% de ses possibilités intellectuelles. Bon, ensuite, peut-être le commerçant auquel il s'adressait l'empêchait d'utiliser ces 80%, il en restait 40 ou comme ça. Aujourd'hui, je crois que même, si je prends mon cas, c'est plus difficile. C'est plus difficile. On a le sentiment qu'on travaille à 20 ou 30%, comme un athlète qui fait les 100 mètres en 22 secondes. Alors, ce 100%, 70% perdus sont dus à... Il faut essayer de les avoir ou les gagner d'une autre façon, soit en se limitant, soit en exagérant. Il y a des metteurs en scène des fois qui exagèrent beaucoup, qui espèrent retrouver quelque chose. C'est plus, je crois, plus difficile aujourd'hui qu'autrefois, quand Ruffels a fait le La Montez, manifestement, il fallait exagérer, mais il était limité aussi, plus limité par... il était obligé de prendre Martine Carole, par exemple. Bon, on le fera avec Martine Carole, alors si on aime bien Max Ophuls, ça va, mais c'est dommage pour le film. Alors en plus petit ou comme ça, ou être très strict, mais on est limité quand on voit l'exemple des films de nos amis Straub et Huillet, par exemple, mais ils se limitent extraordinairement. C'est des prisonniers, c'est des exilés. Alors forcément, en exil, on peut écrire aussi, mais c'est... En général, les grands livres, les grands romans, rarement étaient le fait d'exilés, de prisonniers, ou alors des prisonniers, mais ça dépasse aussi. Quand Solzhenitsyn a écrit Le Goulag, bon, mais on oublie toujours que le Goulag, comment ça s'appelle? Oui, l'archipel de Goulag. Mais en sous-titre, il y a marqué Une journée de... Essai d'investigation littéraire. Personne ne remarque ça. C'était un écrivain, souvent les scientifiques. Je raconte, moi, dans une histoire du cinéma, comment l'idée de projection, qui a donné au cinéma, parce que est venue de la géométrie, mais c'est venu d'un géomètre qui faisait partie, Poncelet, qui faisait partie des armées de Napoléon et qui était prisonnier en Russie. Et, bon, comme tous les prisonniers, il essaye s'il n'est pas trop battu ou torturé, il essaye de penser avec ce qu'il peut. Il avait un mur en face de lui, comme tous les prisonniers. Et il a reconstitué, sans l'aide d'aucune note, puisqu'il n'avait rien, les traités de projection d'un géomètre français, Desargues, et puis ensuite Pascal, l'idée de projection. Moi, j'en ai conclu, l'idée de projet. Et c'était donc en 1812 ou 1810, et puis 50 ans après, il y a eu l'application pratique de ces idées de projection, c'est-à-dire qu'une image comme ça, projetée, reste pareille. Vous avez parlé tout à l'heure d'être prisonnier ou exilé. Mais en français, le français est une langue qui a beaucoup dans le même mot, il y a beaucoup plus de sens que dans d'autres langues. Je crois que c'est pour ça que le français reste encore intéressant et vivant. Dans projection, il y a projet. Et projet, ça...
tout le monde a des projets, et que c'est ça, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'instrument tel qu'il a été fait, ce couplage projection, prise de vue, mon hypothèse c'est que la projection, du reste les frères Lumière sont plus connus parce qu'ils étaient deux. Et on raconte qu'Auguste a eu d'abord l'idée du projecteur et que l'idée de la caméra est venue après. Les premières caméras faisaient les deux du reste. Elles projetaient et elles enregistraient. Quand on a commencé à vouloir faire du cinéma, qui était avant même de faire des films, que pour moi et certains autres comme Rivette, Truffaut, Romer, qui était un peu notre aîné, en France, dans la façon pratique, technique et commerciale et esthétique de faire des films, presque tout était, à notre avis, défendu. C'était défendu de sortir dehors, c'était défendu d'avoir des chemises blanches, c'était défendu ceci, cela, donc en plus les trois quarts des films dont on avait entendu parler dans certaines revues du cinéma, surtout la revue du cinéma, parce que c'est les Français qui ont été un instrument critique beaucoup plus fort. Il y avait des universitaires qui en ont parlé à gauche, à droite, mais en France, c'était des jeunes gens quand même, qui avaient envie de voir des films d'une certaine façon, qui aimaient ceux-là. Et donc nous, on en a entendu parler, j'ai vu des noms, et puis on s'est intéressé au cinéma, moi en tout cas comme ça, puisque personne nous en avait parlé, à l'école on m'en avait pas parlé. C'est venu tard, vers 16, 17 ans. Et ensuite, pendant une dizaine d'années, avant de faire des films, voir des films ou en parler, était déjà faire du cinéma. Et puis les films dont on nous parlait, ben, on ne les voyait pas. Ils étaient interdits, soit par la censure, soit par l'échec commercial. Le Potemkin, personne ne l'a jamais vu. Il n'est jamais sorti, il était interdit partout. D'autres films, on ne pensait pas, ou des actrices, ou des acteurs. Et puis c'était des films muets en plus. On était en 1950, 45, 50, on parlait, je veux dire, personne nous avait dit. Moi j'ai mis beaucoup de temps à trouver, un jour j'ai trouvé, puisque je suis né en 1930, l'année de la découverte du parlant à peu près, et qu'on m'a dit après que j'ai mis beaucoup de temps à parler du reste. Et j'ai réalisé mais récemment que ma mère et mon père, avant ma naissance, n'avaient jamais vu de film parlant. Donc ces films, on nous en avait... C'était un monde inconnu. Et, enfin, si on voyait un film de Murnau ou de Griffith ou comme ça, ils étaient muets. Pour nous, ils étaient d'aujourd'hui, puisqu'on les découvrait aujourd'hui. Et ça, c'est resté. Ça ne me gênerait pas de voir un film muet, mais les gens ne sauraient pas le faire, car il faudrait se servir que de la caméra. Ils ne sauraient pas. Ils ne sauraient pas. Ils seraient incapables de filmer, si c'est un garçon, leur petit ami, en muet, sans dire je l'aime sur la bande son, ou elle est fantastique, ou ceci ou cela. Ils ne sauraient pas. À l'époque du muet, certains savaient. Donc ça s'est perdu. Ça a été retrouvé par d'autres d'une autre manière et comme ça, mais qui n'a pas vraiment plu. C'est vrai que c'est des choses difficiles, un roman. Les films à l'époque coûtaient plus cher. On ne peut pas dire qu'ils coûtaient plus cher ou moins cher qu'aujourd'hui, puisqu'il y a des films qui coûtent très très cher aujourd'hui. Mais si vous voulez, moi je dirais que la caméra a disparu, donc c'est difficile de se trouver un instrument comme celui-là, qui doit servir.
Si c'est juste un entretien, il n'y en a pas besoin. Donc il y a une facilité, cette énorme facilité fait que on se dit on fait un plan. Là c'est pas un plan. Je sais pas ce que c'est. Ben, ça s'est fait lentement. Avant je faisais plus de. Des fois j'ai même fait 2 films par an, ce qui est beaucoup. Il y en a qui en ont fait beaucoup plus. Mais ben, j'ai mis lentement à trouver un centre d'intérêt petit à petit, ou comme ça, avec probablement le sentiment aussi que ben, le monde change un peu et qu'on ne peut pas juste dire je vais raconter telle histoire, même si elle vous plaît. Je l'ai fait des fois bien, des fois beaucoup moins bien. Mais est-ce que pour vous, un commencement d'un film commence par une histoire ou une idée? Est-ce qu'il vous Une idée et puis un sentiment. Une idée et un sentiment. Une idée, un sentiment, et puis quelque chose, je pense, pour tout le monde. On peut par exemple lire un roman, ça m'est arrivé souvent, dire, mais je l'ai eu assez peu, ça, de dire j'aimerais bien, et puis j'aimerais bien l'adapter, puis j'ai toujours trouvé, en gros, alors des très mauvais romans. Mais c'est parce que je n'avais pas d'histoire et que pour le producteur, il fallait, Pierre Oulfou par exemple, alors j'ai pris un roman dans une série noire de l'époque, je lui ai dit celui-là, puis une fois qu'il m'a dit oui, ben, je l'ai lu, puis j'ai essayé de trouver deux ou trois choses, et puis il a complété ensuite, c'est devenu tout à fait différent, j'ai pris des thèmes et des trucs, juste recopier comme ça, il y en a qui aiment bien ça, c'est jamais très bon. C'est jamais très bon, c'est une certaine forme d'impuissance aussi. Mais ça leur permet, presque tout Hollywood vient d'adaptations de Broadway ou de romans. Oui. Alors les romans étaient moins bons, Broadway n'existant plus, le film est ce qu'il est. Oui. Une idée ou un sentiment, il faut adapter. Une idée, un sentiment, soit quelque chose qu'on a lu, soit d'un paysage qu'on a vu, soit d'une situation qu'on a vue. Je sens que c'est plus difficile d'être rigoureux, honnête et de faire ce que la caméra doit faire et pas ce qu'elle ne doit pas faire. Les 3/4 du temps, sur une certaine réalité, une certaine situation, si on prend cette image-là, ils sont comme des chirurgiens qui se tromperaient d'instrument, ou l'anesthésiste qui se tromperait, où ils prennent un couteau au lieu de prendre du coton et ils aggravent, enfin, ils charcutent leur propre réalité, même avec les petites caméras. Moi j'ai toujours dit, et aujourd'hui c'est toujours valable, avant je le disais, avant si vous voulez faire un film, eh bien commencez par essayer de vous raconter votre journée. Alors commencez comme la raconterait la police, si elle vous suivait, raconter je me suis levé le matin, j'ai pris ceci, mais une fois que vous avez dit tout ça, honnêtement, même le plus bête ou le plus rusé est obligé de reconnaître que sa journée, ça n'est pas ça, elle est beaucoup plus vaste, elle dure les 8 volumes de la recherche du temps perdu, s'il est sérieux. Donc essayez, rendez-vous compte que vous ne pouvez pas raconter, vous ne savez pas raconter votre journée. Certains moments, si vous avez reçu un coup de bâton, vous vous dites j'ai reçu un coup de bâton, mais pourquoi, comment, qu'est-ce que... Non, et puis après, rendez-vous compte que vous ne savez pas le faire. Alors faites quelque chose que vous savez faire. Pas forcément que vous avez envie de faire. Puis ensuite, ce qui devrait plaire aux gens, c'est de le montrer ce que vous avez fait avec ces petites caméras, parce que c'est facile à montrer comme ça, montrez-le à vos amis ou à vos voisins. Puis faites-les payer le prix d'une place de cinéma pour regarder ça. Et vous verrez combien payent.
Et puis s'ils payent tous, il faut être optimiste quand même, s'ils payent tous, eh bien, dites-vous, est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie avec ça régulièrement comme ça? Puisque vous l'avez fait avec les petites caméras en 2 ou 3 jours, ben, si vous voulez gagner votre vie, il faut recommencer. Enfin, vous continuez. Et vous verrez que ben, faire ça tous les jours, c'est peut-être pas très intéressant. Il faut peut-être mieux faire autre chose qui prend plus de temps et pour lequel vous ne serez pas gêné de demander 50 francs ou 10 euros. Je voudrais revenir un petit peu avant, vous parliez de l'adaptation et ce que vous en avez fait. Est-ce que c'est très... J'en ai fait, mais c'était des mauvais romans policiers, même pas des bons. J'aurais mieux aimé à l'époque faire un Chandler qu'un autre. Mais je me rendais compte aussi que Chandler, ça peut pas se faire comme ça se fait pas comme ça, et que j'en étais pas capable, et puis que j'avais pas besoin. Le roman me plaisait beaucoup, je vois pas pourquoi je vais passer mon désir sur ce... C'est comme du viol, si vous voulez. Alors il faut plutôt prendre un roman. Le Mépris était fait d'après un roman de Moravia, parce que Carlo Ponti voulait un roman, sinon il n'avait pas confiance. Donc j'ai pris un roman de Moravia et j'ai pris un que je n'aimais pas, qui s'appelait Le Mépris, que je trouve beaucoup moins bon que son premier en particulier, que je n'aurais pas été capable de faire du reste, qui s'appelait Les Ambitions déçues. Et donc j'ai changé, j'ai gardé, puis ça, c'était pour signer le contrat, si vous voulez. Ça les rassure parce qu'il y a... Ben tous. Ben, on vous demande toujours un scénario. Alors il y a des gens qui sont capables. Moi je commence à pouvoir écrire un peu un scénario pour moi, une continuité, ce que j'ai toujours fait quand même, parce que quand on arrive le matin, qu'il y a 10 personnes qui attendent, faut leur donner à manger quand même. Et par rapport au scénario que vous écrivez, après vous vous laissez... Oui, mais comme tout le monde, il n'y a aucun mystère, tout le monde fait tout. Non, ben, on peut plus travailler comme un peintre. Les peintres ne font pas de scénario. Disons, ils n'ont pas un scénario, ils ont peut-être ils prennent une ou deux notes, je ne sais pas, mais ils s'en fassent, puis ils cherchent l'endroit où ils vont poser leurs pieds du reste. Parce que le cinéma est venu dehors à peu près au même moment où les impressionnistes ont commencé à sortir dehors. Ben, il faut remplacer la lampe. Vous pouvez l'enlever pour en avoir une projection. Oui, mais j'aime bien encore, bien qu'il soit pas très bien filmé, le sport à la... les sports auxquels je m'intéresse en tout cas, mais sur le principe, le sport à la télévision, parce que on voit le travail dans d'autres endroits, on voit pas le travail. Dans les films policiers, on voit plus le travail du détective ou du juge d'instruction, ça ennuierait les gens. Les 3/4 des... Dans le sport, quand même, il y a quelque chose, on ne peut pas... Quelqu'un qui court, qui saute 1m10, il ne peut pas dire j'ai sauté 1m50. Dans beaucoup d'autres disciplines, on le dit, en politique, dans beaucoup d'autres domaines. Donc je trouve, il y a quelque chose dans le sport ou dans
la danse encore, bon, on peut aimer ou pas, mais il y a quand même, on peut voir le travail et le juger, immédiatement. Et le travail, c'est... Parce qu'à chaque fois, vous prenez des exemples où c'est le corps et le geste du corps qu'on voit. Ben, c'est plus difficile quand c'est l'esprit, parce que le geste du corps, il y a certaines normes, certains trucs, on peut dire, oui, l'eau, un œuf à la coque, il faut 4 minutes, et au bout de 8 minutes, tout le monde voit que c'est pas la même chose. Quand c'est dans le domaine de la pensée comme ça, c'est plus subjectif, et le côté objectif est plus difficile à trouver. En français, on dit un objectif pour l'objectif. En anglais, on dit juste lens, ce qui veut rien dire. Ça serait intéressant de trouver pour le cinéma qu'il y ait un dictionnaire qui soit fait, tous les termes techniques dans chaque langue. Ils sont très différents. De mon temps, les Anglais, une copie. En France, pour la copie qui a l'image et le son, on l'appelle encore une copie standard. Les Anglais, à un moment, il y avait un terme plus juste, ils disaient married print. Et les Américains, je ne sais pas pourquoi, ils appellent ça answer print. Pourquoi answer print, oui. Les Allemands l'appellent null copie, bon, copie zéro, mais nul, c'est nul aussi. Et les Italiens, à un moment, ils disaient copie campione, copie champion. Mais il y a beaucoup de langues, ça doit se dire, ça serait intéressant de savoir, finalement. On écrivait sur les films, on écrivait sur les films 1 mois ou 2 mois après, puisque c'était dans une revue. Maintenant, ils écrivent dans les films 1 semaine avant. Donc c'est des sortes de privilégiés une espèce de caste ou de secte qui donne, comme l'Église, ceci c'est bien, je sais pas, des fois. Alors des fois, si le journaliste est inspiré, il peut faire des bons articles qui donne envie de voir, mais en général Non, ça, l'époque, c'est très bien que l'époque change, mais... Oui, mais... Ça n'a plus grand rapport avec le monde, je sais pas qu'il faut appeler ça comme ça, le monde réel. Le monde réel. Ou alors c'est de la copie, c'est le genre des films que moi j'ai jamais aimé, en gros les films de Ken Loach, si vous voulez. On appelait les films tiers-mondistes, même s'ils se passent ici, qui sont des films de gauche, entre guillemets, ou les films de Costa Gavras. L'époque on disait la caméra est une arme, enfin, ou des bêtises comme ça, des choses. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose en regardant un film par le cinéma? Ah oui, certainement. Certainement, même à la télévision, c'est vous qui faites le film et vous apprenez certainement s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui vous intéresse, tout à fait. Oui, bien sûr, les informations qu'on ne connaissait pas, ou une découverte, plutôt, je veux dire... Un petit peu, c'est rare. À la télé, c'est rare que ça soit... C'est encore la littérature qui fait ça, qui découvre les scandales ou choses comme ça. La télévision ne fait jamais. Elle vous dit, et puis on le voit aujourd'hui, il n'y a même plus, quand il y a des guerres, il y avait encore quelques photos, quelques trucs, maintenant il n'y a plus rien. Ou alors un truc complètement convenu. On le voyait bien que le 11 septembre à New York, une fois qu'on
On a vu une image d'un avion sur une tour, ils l'ont passé pendant 3 mois. Puis après, bon, ils ont passé à autre chose. Quand Vigo faisait un film, ou même quand Cocteau faisait Le sang d'un poète, c'était plus difficile à faire, n'importe qui ne pouvait pas le faire. Donc il fallait vraiment le vouloir ou le pouvoir ensuite et le savoir ensuite aussi. Il y aurait une loi qui dirait pas plus de 3 films par an, pas plus de 3 livres par an, pas plus de 3 revues par an. Quand vous allez dans les gares ou dans les comme ça, vous voyez, il y a 300 revues. Je me demande toujours qui les lit. Il y a de tout partout. Quand on pense, moi je pense toujours à la fabrication, au travail, que ça, même si ce n'était pas vraiment du travail, mais qui a fait ça, et puis celle qui a fait ça, où est-ce qu'elle habite, le matin, comment faire. Donc quand il y en a 150, ça me fait beaucoup de... Donc au lit, il faut pas... Non, il faut en parler, je trouve, à propos de trucs... À propos d'un fait précis, le film, quand on l'a vu, en parler après, mais même ça, on en parle après. On a essayé pendant l'histoire du cinéma, puis après, ça peut se faire une fois, c'est d'en parler en même temps. C'est-à-dire pendant la projection? Pendant la projection. Oui. La critique, mais on ne le fait pas après, on projette et puis après on discute. Il faudrait faire un film là-dessus. Bah, moi je l'ai fait, l'histoire du cinéma, mais sinon c'est pas possible. Il faudrait repasser le film et pouvoir, là, on devrait pouvoir, avec la technique on pourrait, mais il faudrait en avoir envie. Oui. Il y a des projecteurs qui peuvent s'arrêter, garder l'image et pas en vidéo, ou en vidéo après, mais que si on veut analyser quelque chose comme au microscope, beaucoup plus Il y a un très bon film qui a été fait sur le montage par Pedro Costa, sur le montage du film de Sicilia, de Straub et Huillet. Il a fait... il a fait un film sur le montage. C'est le meilleur film qu'on ait jamais fait à propos du montage, c'est un beau film. Mais un cours de cinéma ou à l'école ne pourrait se faire qu'avec une projection en direct. Les moyens techniques sont tout à fait là. Mais il ne faudrait pas vouloir parler de tout et partout et faire un cours ex cathedra. À ce moment-là, on est un prof qui passe un Charlot ou un Renoir et puis après qui fait sa théorie, qui à des moments n'est pas inintéressante. Le temps. On a le temps, voir un film, ça peut durer 1 an si on est intéressé à ça. Et on peut voir d'autres choses, ce qui va à côté, ce qu'il y avait avant, l'aspect historique, enfin des centaines de trucs. Alors, je pense qu'il y a un rapport très difficile et qu'il faut mieux pas le faire. Il y a eu un moment, il avait une certaine aisance, une certaine valeur. Il y avait des critiques influents, enfin je parle de la France. À un moment donné où telle critique de Cournot ou même de Jean-Louis Bory dans le Nouvel Observateur faisait marcher un Bergman. Non, c'est passé ça. Ben, ça c'était un moment. Ça n'a pas à durer. Il ne faut pas essayer de le prolonger artificiellement. C'est plutôt ce qu'on fait avec des multiples choses. Bon, quelqu'un peut être content que son film passe un soir au Centre Pompidou ou au Festival d'Angoulême ou comme ça, bien sûr, pour lui, mais il n'y a rien à dire de plus.